Il est 15h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'après-midi info, aujourd'hui notre colloque aura bien lieu. Les mots sur Twitter de l'association royaliste d'extrême droite Action Française. La justice a suspendu l'interdiction préfectorale de cette réunion. Elle se tient donc actuellement dans le 12e arrondissement de Paris. Le tribunal doit toujours se prononcer sur la tenue d'autres actions d'ultra-droite prévues jusqu'à demain dans la capitale, interdites par crainte de troubles à l'ordre public. On en parle dans ce journal. La commune de Saint-Pé-sur-Nivelle dans les Pyrénées-Atlantiques à nouveau inondée. Les fortes pluies d'hier n'ont pas cessé dans la matinée. Le niveau qui est monté jusqu'à 3,66 m à 9h30. Ce département des Pyrénées-Atlantiques est en vigilance orange pour pluie inondation. Et puis la capitale italienne, Rome, bloquée aujourd'hui pour la visite du président ukrainien Zelensky dans le pays. Une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Le président qui a rencontré son homologue ainsi que la chef du gouvernement, Giorgia Meloni. Il s'entretiendra également avec le pape François cet après-midi avant de se rendre demain en Allemagne. Les images de la manifestation d'ultra-droite à Paris samedi dernier avaient suscité une vague d'indignation. Après une interdiction préfectorale, les 5 actions prévues également ce week-end pourront-elles toutes avoir lieu ? Oui, pour l'une au moins d'entre elles, le tribunal administratif a validé le recours déposé par le groupe royaliste Action Française. Le colloque de cette association a donc bien lieu actuellement dans le 12e arrondissement de Paris où l'on retrouve notre journaliste pour les précisions. Des organisateurs satisfaits qui ne comprenaient pas de toute façon cette décision du préfet Laurent Nunez. Le colloque qui a donc bien lieu en ce moment espace Charenton. Selon les organisateurs, il y a entre 400 et 500 personnes attendues. Pas besoin d'être adhérent à l'Action Française. Il fallait acheter sa place en ligne, environ 25 € pour assister à ce colloque. Puis au banquet sur des thèmes comme par exemple la France en danger, le wokisme ou encore l'immigration sous présence policière très importante. Pas moins de 7 camions de CRS dans la rue parce que, pas très loin, dans le 12e arrondissement de Paris, se tient une manifestation des antifas de l'ultra-gauche et donc, une peur de l'affrontement de la part des forces de l'ordre qui se tiennent prêtes à intervenir. Pour l'instant, tout est très calme. L'Action Française qui explique qu'il n'y aura pas de débordement par la voix de son secrétaire général, Olivier Perceval. Écoutez-le. On a un service d'ordre qui est extrêmement compétent, sérieux, c'est pas des fous furieux. Il n'y aura pas de débordement. Il n'y en aura pas, à nous on est sûr. Et puis d'ailleurs, j'ai vu un petit groupe qui s'était réuni là, un peu plus loin, là, d'Antifa. Bon, il n'avait pas l'air bien méchant non plus. Donc je ne suis pas certain que ce qu'on attendait, l'orage qu'on nous promettait, arrive. Effectivement, il y a une protection policière. Effectivement, nous assurons notre propre sécurité. Ce qui spécifie l'Action Française, c'est qu'on n'attaque jamais personne. Mais par contre, on se fait attaquer souvent. Volonté qu'il n'y ait aucun débordement. Un détail, par exemple, tout à l'heure, il y a un jeune homme qui est venu pour participer à ce colloque avec un drapeau roulé. Le service d'ordre lui a demandé de le déplier pour être bien sûr qu'il n'y avait pas d'insigne interdite pour pouvoir rentrer dans le colloque. L'Action Française qui donc se désolidarise de cette manifestation la semaine dernière, samedi dernier, avec des signes par exemple comme la croix celtique et qui explique qu'aujourd'hui, tous les propos qui seront tenus n'auront rien de répréhensible selon eux. Et pour Olivier Roucan, politologue et constitutionnaliste, la décision de justice de maintenir ce colloque s'exprime par le fait qu'il n'y a pas de menace de trouble à l'ordre public. Écoutez-le. Ce qui est déterminant, c'est la menace d'un trouble à l'ordre public et donc sur le plan matériel, le risque que cela puisse dégénérer. Alors on peut estimer que lorsque éventuellement c'est dans un lieu clos qui permet d'organiser les choses et de les tenir, le risque est moindre que lorsqu'il s'agit d'une manifestation de rue. Mais dans les deux cas, ce qui est craint par les services de la préfecture, c'est évidemment un affrontement entre, pour le coup, l'extrême droite et l'extrême gauche. Là, en l'espèce, le tribunal a estimé que ce risque n'était pas suffisant pour prononcer une interdiction. On ne peut pas préjuger de ce qu'il va penser sur la même question vis-à-vis des manifestations de rue. Il y avait un autre point qui avait été présenté pour justifier ces interdictions au titre de la police administrative générale, c'est la question du rapport aux valeurs et notamment, le risque que la dignité humaine par des propos soit remise en cause, par les propos notamment racistes, antisémites. Et ça, on a déjà vu
le ministère de l'Intérieur et les juridictions acceptaient d'interdire des manifestations si ce risque existait. Là encore, manifestement, ça n'a pas été retenu pour ce qui est de la manifestation de cet après-midi. Est-ce que selon vous, Gérald Darmanin avait bien fait de demander l'interdiction de ces manifestations par rapport notamment à ce qui s'était passé, ces hommes cagoulés d'extrême droite le week-end dernier à Paris ? Je pense que c'est une stratégie tout à fait opportune, mais il faut rappeler que en France, le principe est la liberté de manifestation et la liberté en général, et qu'on ne peut enfreindre cette liberté au nom de l'ordre public que si les risques de troubles sont graves et qu'ils sont avérés. Bon, mais le ministère fait son travail lorsqu'il estime que ce risque existe et le juge ensuite, parce que nous sommes dans un état de droit, tranche. Voilà. Donc c'est tout à fait logique, c'est l'ordre des choses. Restez avec nous, Olivier Roucan. Alexis Cuvillier est avec nous également, journaliste politique BFM TV. Il y avait aussi cette crainte du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, que ces interdictions, parce qu'il était plutôt défavorable en début de semaine, il avait dit qu'il n'était pas vraiment pour interdire à l'origine ces manifestations, parce qu'il craignait peut-être que si elles étaient annulées, ce qui pouvait arriver, eh bien, les groupes concernés, ces groupes d'ultra-droite, eh bien, puissent s'en vanter en quelque sorte. C'est le cas notamment, on a vu avec ce tweet publié par Action française qui s'est exprimé donc sur les réseaux sociaux pour faire valoir leur gain en justice. C'était une crainte. Le préfet de police de Paris, au début de la semaine, il expliquait qu'une jurisprudence assez récente, je crois du début de l'année, avait montré que notamment sur ce type d'événement, alors bien sûr à chaque fois qu'il y a une déclaration d'événement, les autorités surveillent et essayent d'en savoir le plus possible sur les conditions dans lesquelles l'événement va se dérouler, mais qu'une jurisprudence avait montré à ce moment-là que certains de ces événements ne présentaient pas de menace à l'ordre public. La menace d'un trouble à l'ordre public n'était pas caractérisée. C'était un point de défense lorsque la polémique est montée en début de semaine dernière, après les images qui ont choqué beaucoup dans la classe politique et au-delà de l'événement de samedi dernier. Défense qui avait d'ailleurs été plutôt reprise par Elisabeth Borne depuis Matignon, qui expliquait elle aussi qu'elle estimait que la liberté de manifester devait l'emporter dans tous les cas lorsqu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. C'est l'analyse qui avait été faite le week-end dernier, mais quand il y a eu cette polémique qui est montée, Gérald Darmanin, lui, a choisi une autre ligne lorsqu'il s'est exprimé devant les députés, devant la représentation nationale mardi dernier. Il a expliqué que tous les événements similaires seraient maintenant interdits en amont, en laissant finalement le dernier mot à la justice administrative. Un cadre de la majorité m'expliquait cette semaine, l'analyse qui a été faite au sein du gouvernement, c'était qu'il ne fallait pas que la justice infirme l'État sur ces interdictions pour pas justement, comme vous le disiez, qu'il puisse y avoir quelque part une victoire qui soit mise en avant par ces organisations, mais face aux critiques, notamment cette semaine dans l'opinion publique, il y avait eu ce changement de pied. Merci Alexis. L'État va devoir verser 1 500 € à Action française qui a réclamé 4 000 au titre des frais d'avocat. Olivier Roucan, le risque, c'est aussi finalement que cette scène que l'on vit aujourd'hui se reproduise, que Gérald Darmanin soit à nouveau confronté à un rejet par le tribunal administratif, par exemple, d'une interdiction de ce genre de manifestation. Les interdictions, encore une fois, le principe, c'est la liberté. Les interdictions doivent être circonstancielles, doivent être proportionnées. Et c'est si l'on se rend compte que les forces de l'ordre n'arrivent pas dans le cadre d'une menace, parce que le risque n'est pas avéré, ce sont des indices concordants de troubles à l'ordre public. Si les forces de l'ordre, on pense qu'elles n'arriveront pas à maintenir cet ordre public, alors l'interdiction est justifiée. Mais encore une fois, le fait que le ministre connaisse un démenti, en quelque sorte, devant une juridiction administrative et au cas par cas, n'est pas un échec, c'est le cours normal. Il tente sa stratégie et le juge, qui est indépendant, séparation des pouvoirs, tranche. C'est le cours normal de la prise de décision. Donc, si vous voulez,
évaluer les choses sur le mode c'est un échec, ces interdictions n'auraient pas dû être prises, à mon avis, ce n'est pas une grille de lecture qui est très pertinente. Chacun joue son rôle et encore une fois, le juge tranche au cas par cas. Dans l'actualité également de ce samedi, cette vigilance orange pluie inondation dans les Pyrénées-Atlantiques à Saint-Pé-sur-Nivelle. Les fortes pluies se poursuivent. Regardez ces images impressionnantes dans la commune, même si cette commune a déjà vécu ça par le passé. La crue qui était à un niveau de 57 cm très tôt ce matin avant de monter à plus de 3,60 m, 3,66 m exactement, vous le voyez, au plus fort donc, de cette crue. Comment expliquer ce phénomène ? Écoutez la réponse de Patrick Marlière, qui est météorologue et directeur d'Agathe Météo. Il y a deux éléments. D'abord, les fortes pluies orageuses qui arrivent par le nord-ouest et qui se déroulent depuis plus de 24 heures maintenant. On a eu de très forts orages ce matin avec des quantités de pluie en l'espace de 2 heures autour de 30 à 40 mm sur ce même secteur, autour de la Nivelle. Et évidemment, c'est ça qui a fait monter terriblement le niveau de ce fleuve qui se jette dans le golfe de Gascogne. Là, actuellement, les averses orageuses sont encore présentes à la limite de la frontière espagnole. Elles s'atténuent un peu. Il y en a encore aussi autour de Pau. Donc les Pyrénées-Atlantiques sont touchées. Alors évidemment, les sols étaient très secs. Ces quantités de pluie très importantes ont ruisselé, se sont dirigées vers la Nivelle. Et évidemment, ça a donné ce niveau très important qui a provoqué ces débordements. Alors, pour l'instant, ça se calme. Ça, c'est la bonne nouvelle dans les 2-3 heures à venir. On a un temps beaucoup plus calme qui se présente. Les averses orageuses se dirigent vers l'Espagne. Ensuite, ça va reprendre peut-être en cours de nuit et surtout demain matin. Donc, on va être extrêmement vigilant quant à la situation sur ce département, car les averses orageuses encore prévues demain matin pourraient provoquer plus localement de nouveaux débordements. Vous parliez de ruissellement avec ces fortes crues. Ça veut dire que ces eaux qui tombent en masse depuis hier ne profitent pas à ces nappes phréatiques qui sont pourtant asséchées, comme vous le disiez. Oui, et non, effectivement, ils ne profitent pas dans la mesure où, effectivement, déjà les premières pluies tombent sur des sols qui demandent de l'eau, puisque la nature se réveille, donc elle consomme tous cette eau dans les premiers centimètres. Ensuite, eh bien, le peu qui s'infiltre, c'est entre 10 et 15%, pas plus, actuellement, dans les nappes phréatiques. Elles sont tellement basses, ces nappes, qu'effectivement, ça vient à peine remonter ce secteur. Donc, évidemment, ça ne va résoudre en rien la situation météo. Ça a provoqué ces débordements de la Nivelle, notamment. La Nivelle est en ligne, mais on voit pas évidemment une situation très inquiétante que l'on voit sur ce secteur, où là, évidemment, par rapport à cette sécheresse, eh bien, les eaux sous forme de pluie orageuse, eh bien, ne s'écoulent pas inévitablement, et s'écoulent et ruissellent et provoquent ce type de situation météo. Parce qu'il y a ces deux phénomènes extrêmes, d'un côté donc ces pluies, ces fortes pluies, ces inondations, et de l'autre cette sécheresse. Oui, et sécheresse qui touche particulièrement à la fois le sud de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi l'Occitanie en partie. Donc les Pyrénées-Atlantiques et les Pyrénées-Orientales surtout sont très touchées par cette sécheresse. Ce matin, il est tombé un peu d'eau dans les Pyrénées orientales, autour de 20 mm sur le centre de ce secteur, mais pas plus de 2 mm à Perpignan. Donc de plus, la situation météo annonce de nouveau un temps sec pour les 10 jours à venir. Donc peu de précipitations dans ces secteurs dans les 10 jours à venir. Donc ça va arranger en rien la situation, et d'où la situation de crise que connaît ce département des Pyrénées orientales. Donc c'est vrai que c'est un conflit entre d'un côté l'est des Pyrénées touché par cette extrême sécheresse et cette crise par rapport à cette situation, et de l'autre côté énormément de précipitations mais peu efficaces par rapport à cette situation de sécheresse puisqu'elle provoque des inondations. Dans l'actualité également, cette visite sous haute surveillance aujourd'hui à Rome, en Italie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, vous le voyez en direct cet après-midi. Il est en déplacement pour la toute première fois depuis le début de la guerre dans son pays. Ce matin, il a rencontré son homologue italien. Cet après-midi, il s'est entretenu avec la première ministre, vous la voyez à ses côtés, Giorgia Meloni, avant de rencontrer un peu plus tard le pape pour une grande rencontre, une réunion très symbolique actuellement. Donc le président ukrainien qui remercie l'Italie notamment pour le soutien que le pays lui apporte dans cette guerre. Un rencontre avec le pape qui sera sans doute la plus délicate de cette visite. Et pendant ce temps, sur le terrain, la contre-offensive ukrainienne annoncée depuis plusieurs mois semble se concrétiser. Alors comment s'organise-t-elle concrètement ? Benoît Ballet est à Zaporijia pour BFM TV.
Écoutez, c'est toujours assez compliqué de dire comment les Ukrainiens et quand vont attaquer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a en ce moment des contre-attaques très très locales au niveau de la ville de Bakhmout qui symbolise depuis plusieurs semaines l'épicentre des combats en Ukraine. Donc des contre-attaques mais pas encore de contre-offensive. Et d'ailleurs, le président Zelensky l'a redit il y a 2 jours, il va falloir encore un petit peu plus de temps pour l'Ukraine avant de se lancer. Mais pendant ce temps-là, les associations d'aide aux victimes se préparent en Ukraine parce que, on l'a vu, suite à la libération de la région de Kiev, à la libération de la région de Kharkiv, eh bien, des crimes de guerre ont été recensés, des tortures ou bien des agressions sexuelles. Et justement, avec Théo Touché, nous avons pu nous rendre dans les locaux de l'une de ces associations qui vient en aide aux victimes de crimes de guerre. C'est un reportage réalisé donc avec Théo Touché que je vous propose d'écouter. Guidna, digne en français, s'est donné pour mission d'apporter une aide psychologique aux femmes victimes de violences sexuelles commises par des soldats russes. Des femmes plus que jamais vulnérables dans les territoires encore occupés aujourd'hui et qui pourraient prendre la parole à la faveur de la contre-offensive promise par Kiev. Nous n'avons pas peur, nous sommes prêtes à les aider. Pour contacter l'association, il suffit de remplir un formulaire en ligne. Les femmes qui le souhaitent peuvent ensuite bénéficier anonymement et gratuitement de 10 consultations avec des psychologues. Ici, les femmes peuvent parcourir la liste de nos spécialistes et choisir celles avec qui elles veulent échanger. 6 thérapies sont en cours. Anastasia Ratushna dirige l'une d'entre elles. Les violences sexuelles en temps de guerre sont une arme utilisée par l'ennemi pour nous détruire, nous, en tant que civils, en tant que femmes ukrainiennes. Si je peux aider mes patientes à dépasser leur traumatisme, alors j'aurai diminué le mal fait par l'ennemi. Guidna est encore peu connue car à l'image de son pays, elle a dû faire face à l'urgence. L'association a d'ailleurs moins d'1 an d'existence. Ces psychologues, toutes ukrainiennes, ont dû être formées par des spécialistes étrangers. Cela fait si longtemps qu'il n'y a pas eu une telle guerre en Europe. Une guerre où le pays agresseur parle la même langue que le pays agressé. Le savoir-faire était manquant. C'était impossible d'être prêt. Les violences sexuelles commises en zone de guerre sont les crimes les moins signalés et les moins condamnés selon l'ONU. Pour autant, l'association ukrainienne Guidna espère pouvoir venir en aide à 100 femmes d'ici la fin de l'année. Et pour revenir à cette contre-offensive, Jérôme Pellistrandi, dont on parle depuis plusieurs mois ici sur ce plateau, contre-offensive ukrainienne, est-ce qu'elle a plus de chances de commencer prochainement? Est-ce que les éléments sont réunis en faveur des Ukrainiens? Alors, la plupart des éléments sont réunis. La difficulté, quand vous devez monter une contre-offensive de cette ampleur, c'est que vous pouvez vous dire « Ah oui, mais il me manque tel élément, il faut que j'attende encore un petit peu plus, il faut que j'ai plus de soldats formés. » Il y a un moment donné où il faut prendre la décision. Donc il faut réunir un certain nombre d'éléments, notamment avec le renseignement, c'est-à-dire quel est le moment le plus opportun, quel sera le lieu sur le front où le lieu ou les lieux, parce qu'il peut y avoir une attaque principale et peut-être une attaque secondaire pour faire diversion. Et à un moment donné, il faudra que les chefs militaires autour de Volodymyr Zelensky lui disent c'est maintenant ou jamais. Bon, sachant que cette contre-offensive, elle doit impérativement obtenir un résultat conséquent sur le terrain. Je l'ai souvent dit, c'est un fusil à un coup. Ils ne peuvent pas, entre guillemets, se louper parce que les pays occidentaux n'auront pas les moyens pour refournir dans des délais courts une telle quantité d'armement. Donc effectivement, c'est un élément qui est important. Et puis, il y a aussi quelque chose, et Volodymyr Zelensky l'a dit avant de partir en Italie, c'est que cette contre-offensive, elle va être meurtrière. Et donc, il y a aussi un poids psychologique qui pèse énormément sur les épaules du président ukrainien, mais aussi sur les chefs militaires, parce que tant qu'on est sur cette ligne de front, on peut en quelque sorte limiter les pertes, mais à partir du moment où il va falloir en quelque sorte aller en avant, face à l'ennemi, eh bien là, ça va être une épreuve de
extrêmement difficile. Et donc, il faut aussi préparer la population ukrainienne à des temps très durs dans les heures, jours ou semaines qui viennent. Zelensky, après l'Italie, va aller en Allemagne. Il y a une information très importante aujourd'hui qui concerne l'aide apportée par l'Allemagne. Une aide de 2,7 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine. Oui, c'est une aide très conséquente et avec des données très précises. Une vingtaine de blindés de combat de l'infanterie, une trentaine de chars Léopard, d'autres moyens militaires qui vont être transférés. Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est de savoir quand est-ce que ces matériels vont-ils être transférés. Là aussi, c'est aussi quelque chose qui est délicat dans le choix, parce que est-ce qu'il faut attendre d'avoir tout pour déclencher la contre-attaque, ou est-ce qu'il faut dire à un moment donné, il faut y aller. Mais en tout cas, l'annonce par Berlin de ces livraisons de matériel intervient à quelques heures de la visite du président Zelensky à Berlin. Merci beaucoup Jérôme Pellistrandi pour toutes ces précisions. Restez avec nous dans notre journal de 16h. Nous reviendrons sur ces manifestations d'ultra-droite, pour la plupart interdites par arrêté préfectoral ce week-end. En revanche, Action française tient bien son colloque comme elle l'a souhaité, puisque la justice lui a donné raison après un recours déposé par ce groupe royaliste d'extrême droite. On vous donne tous les détails dans un instant. À tout de suite. Votre météo avec le Super Hose d'Ozlock. Tuyau d'arrosage extensible jusqu'à 3 fois sa longueur. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les questions immobilières vous obsèdent ? Changez-vous les idées devant la météo avec Orpi. Les rôles sont inversés ce week-end. Le soleil est au nord, les orages au sud. Ici, dans la baie de Saint-Tropez, avec cette forte instabilité et cette probable trombe marine immortalisée sous ce nuage d'orage. Des éclairs, du tonnerre en bord de mer jusqu'à l'intérieur des terres à nouveau pour cette journée. Dimanche, avec une forte instabilité, toujours en liaison avec ce minimum dépressionnaire en Méditerranée. Les pluies viennent se bloquer d'ailleurs près des Pyrénées avec des averses parfois soutenues assez régulières qui vont persister jusqu'en début de semaine prochaine, d'où ces cumuls importants et ce risque de débordement en direction des Pyrénées-Atlantiques. Notamment, on surveille les bords de la Nivelle avec déjà des débordements enregistrés. Alors pour cette journée de dimanche, on va conserver des averses orageuses des Pyrénées jusqu'au relief de l'Est. Ce sera de la neige à partir de 2000 mètres. Dans un premier temps, le soleil sera assez présent en Méditerranée. Dans l'après-midi, des averses pourront déborder en direction des Alpes-Maritimes. Et là encore, on aura une très forte instabilité. Dans le nord-ouest, dans le même temps, on aura de plus en plus d'éclaircies dans le courant de la journée, des bords de Manche au bassin parisien et en descendant vers la Gironde. Les températures vont assez peu évoluer le matin. Dans l'après-midi, ça va se radoucir dans le nord du pays. Vous aurez 21 à Paris et jusqu'à 24 degrés à Marseille ce dimanche. C'était votre météo avec le Super Hose d'Ozlock. Tuyau d'arrosage extensible jusqu'à 3 fois sa longueur. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec Orpi, premier réseau immobilier de France. 7 jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM, votre magazine d'actualité en images et en débat. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Depuis le début de la guerre, cet hôpital n'a plus d'électricité. Immersion, enquête, portrait et nos invités acteurs de l'actualité. Cette réforme, elle ne sera pas populaire, donc on passera par la rue. 7 jours BFM, tous les vendredis de 20h30 à 22h. Et tous les samedis et dimanches de 20h à 22h. En direct sur BFM TV. Votre rendez-vous avec Mano Mano Pro, le bon réflexe travaux pour tous les pros qui n'ont pas de temps à perdre. Mano Mano. Mano Mano Pro, on bosse pour vous. Oh, t'es là, toi? Je l'adore. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Une l'ont refaite, non? Non. Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 199 € par mois, avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Citroën IC4 et nouvelle IC4X électrique, maintenant disponible jusqu'à 420 km d'autonomie. Pas encore prêt pour la soirée? Essaye ça. Soin hydratant Bulldog. Ouh, ça c'est ma petite astuce. Rafraîchissant, hein? Essaye-le dans ta salle de bain la prochaine fois. Cool. Hydrate la peau toute la journée. Quand on gère les finances d'une entreprise, on doit pouvoir y dédier toute son énergie, sans être freiné par la paperasse.
Avec Conto, vos finances sont sous contrôle. Conto, toutes vos finances pro, une seule solution. Il existe une meilleure protection que vos meilleures cachettes. Vous pouvez compter sur Groupama et sa télésurveillance pour protéger vos biens et votre famille. En ce moment, 150 € de frais d'installation offerts. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comgem.fr. Comgem.fr. C'est important, .fr. Maman, papa, maintenant que j'ai 12 ans, j'aimerais bien avoir une nouvelle chambre. Même si je sais très bien qu'il ne faut pas jeter. Mais plutôt donner une nouvelle vie aux meubles. Je vous aime, Anna. Quando in notte ha più voci, ha più luci di Broadway, dolce strada. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. Pas grand-chose. C'est ce qui s'est passé chez Pierre et Mia pendant leur journée de travail. Et c'est aussi ce qu'ils payent pour protéger leur domicile. Orange Maison Protégée, alarme et télésurveillance. Orange. Et si la voiture du futur était déjà là? Chez Spoticar, le leader de l'occasion en France. On vous propose dès aujourd'hui les voitures de demain. Électriques, pour être plus responsable. Mais surtout, reconditionnées, pour être plus durable. Car conduire une voiture faite hier, c'est penser à demain. Spoticar, des occasions pleines d'avenir. Vous vous souvenez de ma nièce Violette, la pro du climat Juste quelques jours, j'ai pas le choix. Eh ben, elle débarque. Je la vois d'ici, à toujours me regarder de haut. Elle est trop forte. Non! Mais cette fois, j'ai pris les devants. J'arrive, je finis d'installer mes panneaux solaires. Alors, c'est qui la pro du climat maintenant? Avec le groupe EDF, vous pouvez produire et consommer votre propre énergie. À bientôt. Salut. Non mais t'as vu? Elle a recommencé. Elle a ramené des crèmes au chocolat. C'est toi qui lui as demandé d'amener le dessert. Oui, un dessert, mais pas des crèmes au chocolat. Faut toujours qu'elle étale sa richesse. Là, la dernière fois, elle avait ramené des yaourts. La prochaine fois, c'est quoi? Des petits Suisses. Pourquoi elle nous dit qu'elle a du riz au lait dans son frigo? On s'en fout. Oui, elle est complètement bing. Pour le goûter des gosses, elle avait ramené de la faisselle. Je me sens rabaissé, je me sens nul. Faut pas trop les habituer à manger ce genre de mets de luxe, hein? En ce moment... Tout le monde est prêt? 3, 2, 1... C'est parti! Il va nous falloir des vestes. Découvrez des séries originales et exclusives. Des films incontournables. En streaming pour toute la famille. Paramount+, une montagne de divertissement. Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité de ce samedi, la justice a donc donné raison au groupe royaliste d'extrême droite Action Française qui peut tenir son colloque ce samedi à Paris. L'arrêté de la préfecture de police a été suspendu. L'État doit verser 1 500 € à l'Action Française qui en demandait 4 000. C'est l'heure de la décrue à Saint-Pé-sur-Nivelle dans les Pyrénées-Atlantiques. L'eau était montée jusqu'à 3,66 m au plus fort de la matinée. Les fortes pluies qui n'ont fait que ruisseler et n'ont cependant pas rempli les nappes phréatiques toujours à sec dans la région.
Volodymyr Zelensky est à Rome pour sa première visite italienne depuis l'invasion russe. Le président ukrainien qui rencontre la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, ainsi que le pape François. La rencontre la plus délicate de sa visite avec le pape. Il ira ensuite en Allemagne demain. Nous serons dans un instant à Rome avec Blandine Hugonnet. La justice a donc suspendu l'interdiction d'un colloque de l'Action française ce samedi à Paris. Le tribunal administratif a suspendu l'interdiction autour de cet événement, de cette organisation d'extrême droite. On voit ce tweet d'Action française. Notre colloque aura bien lieu. On retrouve notre journaliste à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris où peut donc se tenir ce colloque cet après-midi avec, on imagine, des organisateurs satisfaits. Des organisateurs évidemment satisfaits qui l'ont fait savoir directement sur Twitter et puis ici sur place aux journalistes en expliquant qu'il n'y avait pas de raison d'interdire ce colloque parce qu'il n'y avait rien de répréhensible qui serait tenu lors de ce colloque comme propos et ni même de provocation. Pour l'instant, effectivement, c'est très calme aux abords de ce colloque et à l'intérieur de la salle, nous avons pu rentrer. Il y a là entre 300 et 400 personnes, un service de sécurité assez conséquent et ces personnes, elles n'ont pas besoin d'être membres d'Action française. Tout un chacun peut venir à condition d'avoir acheté sa place au préalable sur Internet. 25 € pour venir écouter des thèmes de prédilection de l'extrême droite. Par exemple, la France menacée, la France en danger. C'est un des thèmes qui est abordé. Ou encore, par exemple, le wokisme à l'école. Et dehors, vous avez un important dispositif de sécurité. Pas moins de 7 camions de CRS qui bouclent la rue juste devant le colloque. Pourquoi ? Parce qu'il y a une manifestation antifa d'ultra-gauche qui se tient dans le 12e arrondissement en ce moment, un peu plus loin. Et donc, effectivement, les forces de l'ordre craignent un affrontement, une opposition. Pour l'instant, il n'en est rien. Ce colloque se déroule sans problème avec ces thèmes qui sont en train, en ce moment, d'être abordés. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est que cette organisation, l'Action française, aujourd'hui et qui est présent exactement ? L'Action française classée à l'ultra-droite de l'échiquier politique, c'est un mouvement nationaliste, c'est un mouvement royaliste qui fédère plusieurs petits mouvements. Je vous le disais tout à l'heure, pas besoin d'adhérer à l'Action française pour venir, mais effectivement, ce sont là des thèmes de prédilection de l'extrême droite. Pour l'instant, il y a beaucoup de militants. Il y avait tout à l'heure, par exemple, il y a eu des consignes de sécurité qui ont été données de ne pas donner des signes extérieurs prohibés, comme par exemple la semaine dernière les croix celtiques sur cette manifestation d'ultra-gauche qui avait fait polémique. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a vu un jeune homme qui est arrivé avec un drapeau. Il a dû le déplier devant le service de sécurité d'Action française pour pouvoir rentrer à l'intérieur de ce colloque pour être sûr qu'il n'y avait aucun signe répréhensible par la loi. Opération propreté, si on peut dire, aujourd'hui devant les caméras qui sont venues nombreuses pour venir suivre ce colloque suite à l'interdiction puis finalement l'autorisation de ce colloque aujourd'hui ici dans le 12e arrondissement de Paris. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, ce premier référé concerne un colloque dans un lieu clos. Il concerne la liberté de réunion. On n'est pas sur la liberté de manifestation. Écoutez à ce sujet Serge Slama, professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes. Je rappelle qu'ici avait été interdit une réunion politique. Et heureusement, la liberté de réunion est particulièrement bien protégée en France. Il n'y a pas d'obligation de déclaration, par exemple. Et il y a une jurisprudence assez ancienne du Conseil d'État de 1933 qu'on connaît, qui s'appelle l'arrêt Benjamin, qui concernait d'ailleurs déjà l'extrême droite. Et le Conseil d'État, à l'époque, avait dit qu'il faut protéger la liberté de réunion et de manifestation. Et s'il y a des risques de troubles, ce sont aux forces de l'ordre de protéger la liberté de réunion. C'est exactement ce qui se passe ici. Il y avait des risques de troubles venus de l'extérieur ou éventuellement de propos tenus par l'Action française. Et assez logiquement, le juge administratif a appliqué cette jurisprudence. Ce qui prouve que l'attitude du gouvernement, de Gérald Darmanin, d'avoir annoncé l'interdiction systématique de l'ensemble des rassemblements d'extrême droite ou d'ultra-droite, c'est complètement contre-productif, puisque légalement, ce n'est pas possible d'interdire l'ensemble de ces manifestations. Et ça met un coup de projecteur. Je pense que vous n'auriez absolument jamais parlé de cette réunion s'il n'y avait eu pas cet arrêté d'interdiction. Il n'y aurait aucun journaliste présent dans cette salle. Ils n'auraient sûrement pas fait 500 personnes à l'entrée de cette manifestation. Juste une chose sur l'histoire de l'Action française, ils disent qu'ils ne s'attaquent jamais à personne, mais je rappelle qu'en février 1934, l'Action française a essayé de faire un coup d'État en faisant tomber la République, en prenant l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui s'attaquent à la République, qui défendent une conception monarchique des choses, et donc ça représente tout un danger pour la République.
Vous évoquiez tout à l'heure la décision donc, du ministre de l'Intérieur d'interdire ces réunions, ces rassemblements, ces marches de mouvements de l'ultra-droite ce week-end. Là, si on a eu une autorisation de la justice, c'est peut-être parce que ça concerne aussi une réunion, un colloque en lieu clos. Est-ce que vous pensez que pour les autres manifestations qui sont prévues ce week-end à l'extérieur, l'issue pourrait être la même ou pas ? Tout dépend. Alors évidemment, la liberté de réunion est mieux protégée, heureusement. La liberté de manifestation, c'est du cas par cas. Ça ne peut pas être général. Donc si dans certains dossiers, le préfet a des éléments qui montrent qu'il y a des risques, soit de commission d'infraction, soit d'atteinte par des propos, par exemple, au principe de la République ou à la cohésion nationale, le juge administratif pourra éventuellement tout à l'heure confirmer la décision du préfet, mais ça à mon avis, ça ne concernera pas les 4 manifestations parce qu'il n'y a pas toujours des éléments aussi probants que pour la manifestation du 6 mai. Donc il y a un vrai danger, mais vraiment il faut que l'État fasse une réflexion sur sa stratégie, puisque on est en train de décrédibiliser les institutions de la Ve République. Hier à Dunkerque, la ville a été bunkérisée pour la venue de Macron sans aucun fondement légal. Il n'y a aucun arrêté, à part un arrêté sur les drones qui a commencé à s'appliquer à 10h alors qu'il a été publié à midi. Bientôt, on va décrédibiliser la France devant le monde entier puisque le Festival de Cannes, il y a une interdiction de manifester pendant 15 jours aux abords sur la Croisette. C'est une décision totalement illégale. Il n'y a absolument aucun doute que si le juge administratif est saisi, cet arrêté qui s'applique pendant 15 jours et qui empêche toute manifestation dans cette zone sera suspendu par la justice. Et je peux évoquer plein d'autres décisions qui ont été suspendues ces dernières semaines, notamment une association dont je suis membre, l'Association de défense des libertés constitutionnelles. Il y a vraiment un problème ici. Il faut que l'État arrête cette spirale sécuritaire. L'association d'extrême droite Place d'Armes, elle, avait appelé à une marche aujourd'hui également à Paris, dans le coin d'Enfer-Rochereau, dans le quartier de d'Enfer-Rochereau, une manifestation qui a été interdite par la préfecture de police. Place d'Enfer-Rochereau, où l'on retrouve notre journaliste Marion Rossel, parce que c'est là que l'organisation finalement d'une conférence de presse a eu lieu dans l'après-midi. Oui, tout à fait. La marche de la fierté française, la marche des patriotes, comme l'appelle l'association Place d'Armes, devait se tenir sur cette place d'Enfer-Rochereau cet après-midi. Mais les manifestants ont été interdits de se rassembler. L'arrêté d'interdiction, il est tombé hier à 16h45. Il y avait une présence policière dès 14h pour encercler les manifestants qui auraient essayé de se réunir sur un lieu public. Alors cette conférence de presse, elle a tout de même eu lieu. Les membres de l'association se sont réunis dans un café, dans un lieu privé. Ce café derrière moi, c'est qui leur a permis de tenir cette conférence de presse et de dénoncer ce qu'ils considèrent comme une décision injuste. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Fabre-Bernadac, c'est le président de l'association Place d'Armes, et lui réfute toute affiliation politique de son association. Encore une fois, nous ne sommes pas politiques. On ne peut pas nous classer sur un échiquier qui est un échiquier qui correspond à l'Assemblée nationale. Sur la droite, sur la gauche, quand vous allez à l'Assemblée nationale, vous avez les gens à droite, les gens à gauche. On en a assez, nous, les partis politiques, qui jouent leur jeu. Ce n'est pas notre domaine. On considère qu'un militaire, c'est quelqu'un qui est en dehors des partis politiques. Il a le droit, j'ai mes convictions. Mais si vous voulez, le problème, c'est avant tout la défense de notre pays et la défense des citoyens de ce pays. C'est ça qui nous importe le plus. Jean-Pierre Fabre-Bernadac qui réfute donc toute association avec les milieux d'extrême droite. Alors pour resituer un petit peu cette association Place d'Armes, elle avait déjà fait parler d'elle l'année dernière en avril 2021 avec la publication dans le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles d'une tribune de militaires signée par cette association et qui dénonçait, je cite, le délitement de la société. Cette tribune, elle avait fait énormément parler. Le président de l'association, lui, ce serait un proche du Front National dont il a dirigé le service d'ordre jusqu'en 1994. Mais aujourd'hui, il affirme que son association est en dehors de toute idéologie politique et c'est une association qui regroupe des gens qui ont les mêmes valeurs, celles de l'armée, je cite, patriotisme, sécurité et esprit de défense. Merci beaucoup Marion Russel, donc à Paris pour BFM TV. On revient à présent sur cette démission qui a fait beaucoup de bruit, celle du maire de Saint-Brévin. Yannick Morez, depuis sa décision d'ouvrir un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il était la cible depuis plusieurs mois de menaces, notamment de groupes d'extrême droite. Sa maison avait en partie été brûlée. La ministre des collectivité assurée hier sur notre antenne que l'État avait été à la hauteur. Et ce samedi, Yannick Morez lui répond, ainsi qu'au préfet de Loire-Atlantique, Alexis Cuvillier. Yannick Morez, selon qui l'État n'a pas été suffisamment protecteur.
Oui, c'est notamment la ministre déléguée aux collectivités territoriales, Dominique Faure, qui se retrouve dans le viseur du maire démissionnaire de Saint-Brévin. Dans plusieurs tweets que l'on va voir à l'antenne, ainsi que sur le plateau de BFM TV hier ou encore ce matin sur le plateau de RMC, la ministre explique les mesures qui ont été prises, notamment de sécurisation du domicile de Yannick Morez. Mais pour le maire démissionnaire, lui, eh bien, il semble bien décidé à démontrer que toutes les mesures envisagées n'avaient pas pu être prises. Le sous-préfet m'a répondu le 13 avril, citant les mesures que vous citez, les mesures que cite Dominique Faure, et m'indiquant qu'une évaluation des risques allait être menée. Après relance par mail le 25 avril, il m'a été répondu par le sous-préfet le 28 avril, veille de la dernière manifestation, que cette évaluation des risques était toujours en cours. Elle l'est encore aujourd'hui. Non, l'État n'a pas été à mes côtés, conclut le maire de Saint-Brévin. Je vous le dirai de vive voix mercredi prochain. Ce jour-là, il est prévu que Yannick Morez soit auditionné par la commission des lois du Sénat. Le gouvernement présentera à nouveau ce mercredi le projet d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus pour mieux comprendre, mieux agir, faire de la prévention, disait Dominique Faure hier. Un projet qui était déjà en préparation depuis plusieurs semaines. Un député de la majorité quelque peu fataliste disait cette semaine à ce sujet: on ne peut pas mettre des policiers devant les maisons de tous les élus à la première menace. On finirait tous sous protection policière, mais il faudra probablement, et c'est ce que cette affaire a montré, revoir peut-être les processus d'identification de situations particulièrement tendues et sensibles. Merci beaucoup à Alexis, l'ancien maire de Saint-Brévin, qui va devoir quitter sa commune, son logement et son activité professionnelle de médecin. C'est l'heure de la décrue dans les Pyrénées-Atlantiques à Saint-Pé-sur-Nivelle, la commune qui a été inondée ce samedi. On vous en parle depuis le début d'après-midi. Le niveau d'eau qui était de 57 cm ce matin, qui est monté jusqu'à 3,66 m au plus fort de la crue. Ces opérations de nettoyage, vous le voyez dans les habitations. Le département des Pyrénées-Atlantiques qui était en vigilance orange puis inondation, mais la vigilance a désormais été levée. Ce sont des images ici que vous voyez de Witold Stanik. À l'étranger à présent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est actuellement en visite à Rome, en Italie, une visite sous haute sécurité. On retrouve notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet, le président ukrainien qui a rencontré son homologue ce matin et qui a rencontré cet après-midi la chef de gouvernement, Giorgia Meloni, et qui va, un peu plus tard encore, se réunir avec le pape François, ce qui sera sans doute là la rencontre la plus délicate de cette journée. Alors justement, le convoi du président ukrainien Zelensky a quitté le palais du gouvernement et arrive au Vatican, place Saint-Pierre, où tout un système de dispositifs de sécurité a été mis en place. La place a été vidée pour que le convoi escorté puisse passer jusqu'à l'intérieur des murs du Saint-Siège pour cette rencontre très attendue, très symbolique avec le pape François, qui se déroulera en privé dans un petit bureau du Vatican. Une rencontre aussi délicate parce que le président ukrainien vient chercher du soutien en Italie et au Vatican, mais alors c'est pas au Vatican qu'il trouvera un soutien militaire parce qu'il est face à un chef de l'Église catholique qui a toujours, alors bien sûr, soutenu le peuple ukrainien qu'il appelle le peuple martyrisé, mais il a aussi toujours condamné les livraisons et les utilisations des armes, les livraisons de l'Occident d'armes à l'Ukraine. Il a aussi toujours essayé de garder cet équilibre diplomatique entre la Russie et l'Ukraine pour ouvrir un dialogue. C'est ce qu'il prône, le pape François. Donc le président Zelensky et le pape François ensemble, c'est une image qui va être très suivie. Nous aurons quelques informations à la fin de cet entretien. Premier tête-à-tête entre les deux hommes au Vatican depuis le début de ce conflit. Et avant cela, effectivement, le président ukrainien a rencontré à la fois son homologue, le président de la République italienne, et puis Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. Il a tenu une conférence de presse il y a quelques minutes avec elle et il a avant tout remercié. Il a dit ce mot de merci à de très nombreuses reprises dans cette intervention. Merci à l'Italie pour son soutien, son aide, sa solidarité pour les réfugiés. Et la présidente du Conseil italien, elle, a rappelé son soutien infaillible envers le peuple ukrainien, soutien humanitaire, financier et armé également, aussi longtemps que nécessaire, et également pour une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'Ukraine qui veut être à un pied d'égalité avec le reste de
l'Europe, a dit le président ukrainien. Pour lui, cette visite est très importante pour se rapprocher d'une victoire en Ukraine lors de ce premier déplacement donc, du président ukrainien ici en Italie depuis l'invasion russe. Merci beaucoup Blandine Hugonnet, la correspondante de BFM TV à Rome. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, il y a ces nouvelles frappes russes. On a appris il y a quelques instants, général Pellistrandi, qu'il y avait eu 2 morts et 10 blessés, dont des enfants, donc en Ukraine, dans une frappe russe près de Bakhmout. Oui, et c'est la raison pour laquelle les Britanniques, il y a quelques jours, ont annoncé qu'ils livraient des missiles de croisière en disant les Russes ne cessent de frapper la population civile depuis 15 mois. Il est donc légitime de donner aux Ukrainiens des moyens supplémentaires de se défendre. Et donc, cette frappe, une fois de plus, démontre la violence de l'agression russe envers la population civile, ses pertes. Il faut aussi rappeler que 99% des pertes civiles, ce sont des Ukrainiens. Par des frappes russes. C'est un élément qui est extrêmement important. Et donc, cela conforte en quelque sorte la visite que le Volodymyr Zelensky va faire dans quelques minutes auprès du pape François, parce que c'est vrai que le Vatican ne fournit pas d'aide militaire, mais s'efforce de trouver des moyens pour arriver en quelque sorte non pas à trouver un processus de paix, mais enfin à essayer de discuter. Et cette dimension est extrêmement importante pour une population ukrainienne qui souffre et qui sait qu'elle va souffrir encore plus d'ici quelques heures, voire quelques jours, avec cette contre-offensive que tout le monde attend. Et dès demain, c'est en Allemagne cette fois-ci que le président Zelensky ira chercher également du soutien avec cette aide militaire supplémentaire qui a été annoncée par Berlin de 2,7 milliards d'euros. Oui, demain va être une journée aussi très importante à la fois pour l'Ukraine avec cette aide annoncée donc de 2,7 milliards d'euros avec des équipements dont une trentaine de chars Léopard. Il va également recevoir le prix Charlemagne, qui est un prix extrêmement important, qui traduit en fait ce désir d'Europe de la part de l'Ukraine. Donc encore une journée importante qui complète donc ce samedi à Rome et au Vatican. Ce soutien allemand est important. Bien entendu, la livraison de ces matériels ne va pas se faire immédiatement, mais Berlin réaffirme son soutien donc pour l'Ukraine qui va dans quelques jours être confrontée avec cette contre-offensive qui va être extrêmement difficile. Merci beaucoup, Général Pellistrandi. On part à présent aux États-Unis. Le titre 42, c'est un dispositif mis en place aux États-Unis pendant la pandémie de Covid-19 qui a pris fin ce jeudi à minuit et qui fait craindre aux autorités un afflux massif de migrants à la frontière avec le Mexique. Alors, quelle est la situation actuellement à la frontière? La réponse de notre correspondant aux États-Unis, Antoine Lard. Pour l'instant, la situation elle est sous contrôle. La déferlante annoncée n'a pas encore eu lieu. Alors, néanmoins, les villes frontalières restent en alerte. L'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs villes comme El Paso, par exemple. On s'attend à avoir plus de 10 000 passages clandestins par jour. C'est un chiffre record, c'est 2 fois plus que d'habitude. Alors, avec le titre 42, les gardes frontières à l'époque avaient tout pouvoir pour expulser les migrants dès qu'ils posaient le pied sur le sol américain, sans même leur laisser le temps de présenter une demande d'asile. Là, avec les nouvelles règles, lorsqu'un migrant est interpellé, il est d'abord conduit dans un centre de rétention. Ensuite, on enregistre son nom dans un système informatique et puis on regarde s'il est éligible ou non à l'asile. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de centres de rétention ou qu'ils sont trop petits, pas assez de fonctionnaires pour traiter les dossiers, pas assez de juges non plus pour prononcer d'éventuels arrêtés d'expulsion. Du coup, assez rapidement, le système risque de se faire déborder et c'est à ce moment-là que la situation pourrait devenir chaotique. Alors, ce ne sera pas tout de suite, mais sans aucun doute dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Le sujet est aussi éminemment politique avec un Joe Biden qui est critiqué de toutes parts. D'un côté, les républicains l'accusent de transformer la frontière en passoire. De l'autre côté, une partie des démocrates, l'aile gauche des démocrates, est furieuse contre Joe Biden. Biden avait promis de remettre de l'humanité dans la politique migratoire. Eux disent que cette promesse n'a pas été tenue, que Joe Biden ne s'est pas donné les moyens d'avoir une vraie politique d'immigration. Et c'est vrai que sur ce sujet, Joe Biden n'a pas fait grand-chose depuis 2 ans. L'immigration, c'est vraiment l'angle mort de sa présidence jusqu'ici. Tout autre chose dans l'actualité, c'est ce soir qu'a lieu la finale de l'Eurovision, ce concours européen de la chanson. Ce soir, c'est à Liverpool que ça se passe, et non pas en Ukraine, en raison de la guerre qui sévit dans le pays, même si l'Ukraine a gagné l'édition précédente. C'est donc le Royaume-Uni qui a proposé d'héberger cette édition 2023 de l'Eurovision. À sa place, une première dans l'histoire du concours. C'est la Zara qui représente la France. Alors, peut-on gagner enfin cette année? Ça fait longtemps qu'on attend. On aime. Une victoire à l'Eurovision. Les précisions de Philippe Dufresne sur place pour BFM TV.
Et raisonnablement, une victoire ici, ce serait tout de même une surprise, même si la délégation française nous indique qu'évidemment, elle est venue pour tenter d'emporter la victoire. La Zara, c'est vrai qu'elle a des atouts, c'est une artiste complète, c'est un personnage, on aime ça ici à l'Eurovision, la chanson est très bien formatée, et puis la prestation scénique est tout de même intéressante. La Zara qui va s'envoler sur une plateforme à plus de 3 mètres de haut, avec une robe qui redescend et qui donne une forme de tour Eiffel. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a 26 pays, 26 candidats, parmi eux Lauryn, la Suédoise, qu'il faut regarder de très très près parce qu'elle a déjà remporté l'Eurovision par le passé. Il y a également la Finlande avec Karija qui fait vraiment partie chez les bookmakers. Il y a de ceux qui peuvent compter également. Il y a l'Ukraine avec les points du public qui sont en questionnement. Et puis il y a des pays qui remontent ce matin comme Israël ou comme l'Espagne. Alors la Zara, elle est 6e des bookmakers aujourd'hui, mais dans le cœur de ses fans, de ses Eurofans qui sont venus la soutenir ici à Liverpool, elle est beaucoup plus haut. Écoutez. Nous, on y croit fort. Je crois que ça fait longtemps. On avait Barbara Pravi il y a 2 ans, mais il y a quelque chose de spécial cette année. On y croit vraiment. On pense que la France peut vraiment gagner cette fois-ci. On a la Zara, qui est une grande artiste, qui a une voix, qui est une icône, qui a un charisme fort. C'est un peu un mélange entre Edith Piaf et Lady Gaga. C'est vraiment un mix un peu improbable comme ça, très français. Moi, je pense top 3. On va prendre le pari et puis on verra dimanche. Un bon top 5, mais ça va le faire. Ça va le faire. La Zara qui désormais va répéter une dernière fois cet après-midi. Ensuite, ce sera repos, un peu de temps en famille avant le grand soir, devant plus de 100 millions de téléspectateurs. À suivre évidemment ce soir. En attendant, oui, voilà. Ça, c'est une autre de salle des ambiances. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cette actualité du jour et cette réunion, ce colloque du groupe royaliste d'extrême droite Action Française qui a donc bien lieu malgré l'interdiction préfectorale qui avait été émise puisque la justice a donné raison à ce groupe d'ultra-droite pour se réunir aujourd'hui. La justice qui doit encore se prononcer sur d'autres actions d'ultra-droite qui sont programmées pour ce week-end. On vous en parle dans un instant, à tout de suite. La semaine prochaine, il est toujours essentiel d'établir un diagnostic précis. Oh non. Elle a souffert, elle a morflé. Le côté positif, c'est qu'elle est encore sur ses 4 roues. Pour réaliser leur plan opératoire en 5 jours, la précision devra être chirurgicale. Ne perdez pas de temps, allons-y. Redonner vie à une voiture, c'est mon plaisir. Une compression. Puis on va s'attaquer au cœur de la bête. 2 compressions. Il te reste 5 minutes. 3 compressions. Avec des gars de métier, il n'y a jamais de problème. Nouvelle saison inédite, la semaine prochaine à 18h15 sur RMC Découverte. Et RMC BFM Play. Vous travaillez à domicile, mais votre coloc vient de se mettre à la batterie. Vous avez besoin d'Indeed. Un CV Indeed vous aide à personnaliser votre recherche d'emploi et à trouver le poste qui vous convient. Vous seriez prête à déménager pour le travail ? Oui. Il était tellement mignon, c'est fini. J'ai perdu. On parle d'un téléphone. Oui, je peux pas vivre sans lui. Soyez un peu excessive ou carrément surexcitée. Ça y est, j'ai mon téléphone. Soyez optimiste. Allez, tu vas t'allumer. Soyez réaliste. Parce qu'on peut tous avoir besoin d'un nouveau smartphone. Toutes les solutions sont chez SFR. SFR, soyez vous. Mais t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez ArthurImo.com. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur ArthurImo.com. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est important.fr. Et si la voiture du futur était déjà là? Chez Spoticar, le leader de l'occasion en France. On vous propose dès aujourd'hui les voitures de demain. Électriques, pour être plus responsable. Mais surtout, reconditionnées, pour être plus durable. Car conduire une voiture faite hier, c'est penser à demain. Spoticar,
des occasions pleines d'avenir. Retrouvez les Who en concert le 23 juin à Paris La Défense Arena. Un jour, ils entrent avec fracas. Un autre, ils ralentissent le pas. Ils regardent notre passé. Ils préparent notre avenir. Ils tiennent la vie entre les mains. À chaque action. Dans chaque recoin. Chaque jour, ils vivent un marathon, au rythme d'un 100 mètres. C'est tous ensemble qu'ils combattent. Et c'est pour nos vies qu'ils persévèrent. Les hospitaliers prennent soin de tous. Depuis plus de 60 ans, notre mutuelle prend soin d'eux. MNH, créé par et pour les hospitaliers. Le lever du jour. Les premiers pas. La naissance de l'amour. Il y a tellement de raisons de célébrer la vie. Et autant de façons de célébrer une vie. Célébrer un souvenir. Une passion. Célébrer une personnalité. Une qualité. Et même quelques défauts. Chez PFG, nous sommes là pour célébrer une vie et tout ce qui vous réunit. PFG. Célébrer une vie. Brico Privé, les plus grandes marques au meilleur prix. Brico, maison, jardin, jusqu'à moins 80% en vente privée. Téléchargez l'application dès maintenant. Hé, Reflex! Oh, Reflex! Avec l'offre Reflex, étalez là le paiement de votre téléphone 5G sans aucun frais. C'est encore la même offre que Free, ça? Oui. Un jour, peut-être, Rif fera mieux que Free. En attendant, avec Freeflex, étalez facilement le paiement de votre téléphone 5G. Merci Free. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est important, .fr. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé. Julie a séjourné au même hôtel et a payé beaucoup moins cher. Pourquoi? Petit retour en arrière. Claire a trouvé son hôtel sur son site de réservation habituel. Julie, elle, a trouvé son offre sur Trivago. Vous voyez, Claire, Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation pour trouver l'offre faite pour vous. Un hôtel, Trivago. Montblanc Explorer Platinum, le nouveau parfum. Quando in notte a più voci, a più lucidi, Broadway, dolce strada. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. Votre météo avec le Super Hose d'Ozlock. Tuyau d'arrosage extensible jusqu'à 3 fois sa longueur. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les questions immobilières vous obsèdent? Changez-vous les idées devant la météo avec Orpi. Bonjour à tous. Les rôles sont inversés. Ce week-end, le soleil est au nord et les orages au sud. Difficile de distinguer les maisons à colombage de Saint-Jean-de-Luz avec un air de déluge en ce moment. On a enregistré déjà plus de 50 mm, 50 litres d'eau au mètre carré. Ça va continuer de tomber pour une bonne partie du week-end. On dépasse déjà les 100 mm. C'est l'équivalent
d'1 mois de précipitations par endroits dans les Pyrénées-Atlantiques qui sont en vigilance orange crue. On surveille les bords de la Nivelle, déjà des débordements. La Nive monte sérieusement également et donc ça va continuer dans les jours qui viennent. Cette forte instabilité est liée à une dépression, un minimum dépressionnaire en Méditerranée qui nous apporte de l'air frais et donc beaucoup d'instabilité avec des averses, parfois orageuses, qui vont se développer à nouveau pour ce dimanche des Pyrénées jusqu'au relief de l'Est. Ce sera de la neige à partir de 2000 mètres. Le temps sera plus clément en Méditerranée, en tout cas en début de journée. Vous voyez que dans le nord-ouest, on aura quelques brumes et brouillards, mais de plus en plus d'éclaircies dans l'après-midi. Là, le temps sera printanier en allant vers le nord de la Seine, en descendant vers la Gironde. Notez des averses orageuses qui vont déborder dans l'après-midi en direction des Alpes-Maritimes et à l'est de la Corse. Un temps bien trop sec, dans le même temps autour du golfe du Lion. Les températures évoluent peu en matinée, de 6 à 14 degrés. Dans l'après-midi, ça va se radoucir dans le nord du pays. Vous compterez notamment 21 degrés à Paris, 23 au Mans et on ira jusqu'à 24 degrés à Marseille. C'était votre météo avec le Super Hose d'Ozlock. Tuyau d'arrosage extensible jusqu'à 3 fois sa longueur. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec Orpi, premier réseau immobilier de France. Il est 16h30 sur BFM TV. À la une de l'actualité cet après-midi, notre colloque aura bien lieu. Ce sont les mots sur Twitter de l'association royaliste d'extrême droite Action Française. La justice a en effet suspendu l'interdiction préfectorale de cette réunion. Elle se tient donc actuellement dans le 12e arrondissement de Paris. Le tribunal doit toujours se prononcer sur la tenue d'autres actions d'ultra-droite prévues jusqu'à demain dans la capitale, interdites par crainte de troubles à l'ordre public. C'est l'heure de la décrue dans les Pyrénées-Atlantiques à Saint-Pé-sur-Nivelle. La commune a été inondée ce samedi. Le niveau d'eau était monté à 3,66 m dans la matinée. Le département des Pyrénées-Atlantiques n'est plus en vigilance orange pluie-inondation. Entre sécheresse et crue, la météo s'affole par endroits. On va y revenir dans ce journal. Et puis Rome et le Vatican bloqués aujourd'hui pour la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Italie, une première depuis le début de la guerre dans son pays. Le président ukrainien qui a rencontré son homologue ce matin, puis cet après-midi la chef de gouvernement Giorgia Meloni. Et il vient d'arriver au Vatican où il s'apprête à échanger avec le pape François. Volodymyr Zelensky qui rejoindra ensuite l'Allemagne demain, qui lui a promis près de 3 milliards d'euros d'aide supplémentaire militaire pour l'Ukraine. Mais tout d'abord, les images, vous en souvenez, de cette manifestation d'ultra-droite à Paris samedi dernier qui avait suscité une vague d'indignation. Après une interdiction préfectorale, les 5 actions prévues également ce week-end pourront-elles toutes avoir lieu? Oui, en tout cas pour l'une d'entre elles, puisque le tribunal administratif, vous le voyez, a validé le recours déposé par le groupe royaliste Action Française. On retrouve notre journaliste sur place dans le 12e arrondissement de Paris, où le colloque de cette association a donc bien lieu cet après-midi. Un colloque, des organisateurs de ce colloque qui se sont dit bien évidemment satisfaits de la décision et que pour eux c'est une victoire sur une décision qui était éminemment politique, selon eux, l'interdiction de la préfecture de police de Paris, orchestrée, selon les organisateurs, par Gérald Darmanin lui-même pour des raisons politiques. Et donc, il se félicite de la tenue de ce colloque en ce moment même, à l'intérieur de la salle, entre 300 et 400 personnes qui viennent écouter des intellectuels, des historiens de la sphère ultra-droite de l'échiquier politique français. Et parmi les thèmes de prédilection aujourd'hui, l'immigration, la France en danger ou encore le wokisme culturel. Voilà pour la teneur des discussions des organisateurs qui expliquent qu'il n'y aura pas de débordement aujourd'hui et que donc pas de raison d'interdire ce colloque aujourd'hui. La préfecture de police l'avait interdit pour des risques de troubles à l'ordre public parce que si on tourne de l'autre côté, on voit qu'il y a 7 camions de CRS qui bloquent la rue pour accéder à ce colloque. Et c'est vrai que une poignée de gilets jaunes, une poignée d'ultra-gauche, Antifa ont essayé de venir dans cette rue pour pouvoir s'approcher de ce colloque. Ils ont été maintenus à bonne distance par les policiers, par les CRS. Pour l'instant, tout se passe dans le calme, même si effectivement, on a pu apercevoir un peu plus loin au bout de la rue quelques gilets jaunes tout à l'heure. Une marche de l'Action Française est également prévue demain. Est-ce qu'on sait si elle va pouvoir avoir lieu ou pas ?
Eh bien, la décision est évidemment très attendue. Ici, en fait, le référé, eh bien, il est étudié au cas par cas par la justice qui a donc accepté que ce colloque se tienne au dernier moment. Et on attend encore, à l'heure où on se parle en ce moment même, eh bien, cette décision. Les organisateurs d'Action française sont venus plaider leur cause en début d'après-midi. Ils attendent toujours la décision. Ils nous ont expliqué tout à l'heure, eh bien, que s'ils obtenaient gain de cause, c'est-à-dire s'ils obtenaient les 4 000 € de dédommagement, ça servirait surtout à payer leur avocat en attendant cette décision. Une décision donc qui est attendue d'ici ce soir. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc en direct du 12e arrondissement où se tient donc ce colloque d'Action française. La raison pour Olivier Roucan, politologue et constitutionnaliste, cette rencontre ne présentait pas de risque suffisant de trouble à l'ordre public. Ce qui est déterminant, c'est la menace d'un trouble à l'ordre public et donc sur le plan matériel, le risque que cela puisse dégénérer. Alors on peut estimer que lorsque éventuellement c'est dans un lieu clos qui permet d'organiser les choses et de les tenir, le risque est moindre que lorsqu'il s'agit d'une manifestation de rue. Mais dans les deux cas, ce qui est craint par les services de la préfecture, c'est évidemment un affrontement entre, pour le coup, l'extrême droite et l'extrême gauche. Là, en l'espèce, le tribunal a estimé que ce risque n'était pas suffisant pour prononcer une interdiction. On ne peut pas préjuger de ce qu'il va penser sur la même question vis-à-vis des manifestations de rue. Il y avait un autre point qui avait été présenté pour justifier ces interdictions au titre de la police administrative générale, c'est la question du rapport aux valeurs et notamment, le risque que la dignité humaine par des propos soit remise en cause, par les propos notamment racistes, antisémites. Et ça, on a déjà vu le ministère de l'Intérieur et les juridictions accepter d'interdire des manifestations si ce risque existait. Là encore, manifestement, ça n'a pas été retenu pour ce qui est de la manifestation de cet après-midi. Est-ce que selon vous, Gérald Darmanin avait bien fait de demander l'interdiction de ces manifestations par rapport notamment à ce qui s'était passé, ces hommes cagoulés d'extrême droite le week-end dernier à Paris ? Je pense que c'est une stratégie tout à fait opportune, mais il faut rappeler que en France, le principe est la liberté de manifestation et la liberté en général, et qu'on ne peut enfreindre cette liberté au nom de l'ordre public, que si les risques de troubles sont graves et qu'ils sont avérés. Bon, mais le ministère fait son travail lorsqu'il estime que ce risque existe et le juge ensuite, parce que nous sommes dans un état de droit, tranche. Voilà. Donc c'est tout à fait logique, c'est l'ordre des choses. Restez avec nous, Olivier Roucan. Alexis Cuvillier est avec nous également, journaliste politique BFM TV. Il y avait aussi cette crainte du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, que ces interdictions, parce qu'il était plutôt défavorable en début de semaine, il avait dit qu'il n'était pas vraiment pour interdire à l'origine ces manifestations, parce qu'il craignait peut-être que si elles étaient annulées, ce qui pouvait arriver, les groupes concernés, ces groupes d'ultra-droite, puissent s'en vanter en quelque sorte. C'est le cas notamment, on a vu avec ce tweet publié par Action française qui s'est exprimé donc sur les réseaux sociaux pour faire valoir leur gain en justice. C'était une crainte. Le préfet de police de Paris, au début de la semaine, il expliquait qu'une jurisprudence assez récente, je crois du début de l'année, avait montré que notamment sur ce type d'événement, alors bien sûr à chaque fois qu'il y a une déclaration d'événement, les autorités surveillent et essayent d'en savoir le plus possible sur les conditions dans lesquelles l'événement va se dérouler, mais qu'une jurisprudence avait montré à ce moment-là que certains de ces événements ne présentaient pas de menace à l'ordre public. La menace d'un trouble à l'ordre public n'était pas caractérisée. C'était un point de défense lorsque la
polémique est montée en début de semaine dernière après les images qui ont choqué beaucoup dans la classe politique et au-delà de l'événement de samedi dernier. Défense qui avait d'ailleurs été plutôt reprise par Elisabeth Borne depuis Matignon, qui expliquait elle aussi qu'elle estimait que la liberté de manifester devait l'emporter dans tous les cas lorsqu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. C'est l'analyse qui avait été faite le week-end dernier, mais quand il y a eu cette polémique qui est montée, Gérald Darmanin, lui, a choisi une autre ligne lorsqu'il s'est exprimé devant les députés, devant la représentation nationale mardi dernier. Il a expliqué que tous les événements similaires seraient maintenant interdits en amont, en laissant finalement le dernier mot à la justice administrative. Un cadre de la majorité m'expliquait cette semaine, l'analyse qui a été faite au sein du gouvernement, c'était qu'il ne fallait pas que la justice infirme l'État sur ces interdictions pour pas justement, comme vous le disiez, qu'il puisse y avoir quelque part une victoire qui soit mise en avant par ces organisations. Mais face aux critiques, notamment cette semaine dans l'opinion publique, il y avait eu ce changement de pied. Merci Alexis. L'État va devoir verser 1 500 € à Action française qui ont réclamé 4 000 au titre des frais d'avocat. Olivier Roucan, le risque, c'est aussi finalement que cette scène que l'on vit aujourd'hui se reproduise, que Gérald Darmanin soit à nouveau confronté à un rejet par le tribunal administratif, par exemple, d'une interdiction de ce genre de manifestation. Les interdictions, encore une fois, le proportionné. Et c'est si l'on se rend compte que les forces de l'ordre n'arrivent pas dans le cadre d'une menace, parce que le risque n'est pas avéré, ce sont des indices concordants de troubles à l'ordre public. Si les forces de l'ordre, on pense qu'elles n'arriveront pas à maintenir cet ordre public, alors l'interdiction est justifiée. Mais encore une fois, le fait que le ministre connaisse un démenti, en quelque sorte, devant une juridiction administrative et au cas par cas, n'est pas un échec, c'est le cours normal. Il tente sa stratégie et le juge, qui est indépendant, séparation des pouvoirs, tranche. C'est le cours normal de la prise de décision. Donc, si vous voulez évaluer les choses sur le mode c'est un échec, ces interdictions n'auraient pas dû être prises, à mon avis, ce n'est pas une grille de lecture qui est très pertinente. Chacun joue son rôle et encore une fois, le juge tranche au cas par cas. Alors, parmi les autres actions visées par l'interdiction préfectorale, il y a aussi cette marche de place d'armes. C'est un groupe d'ultra-droite. La préfecture de police a procédé à 21 verbalisations pour participation à une manifestation interdite, notamment par cette organisation. Marion Russel est du côté de la place d'Enfer-Rochereau, où à la place de cette marche initialement prévue, l'association a organisé une conférence de presse aujourd'hui. C'est ici, sur la place d'Enfer-Rochereau, dans le 14e arrondissement de Paris, que devait se tenir la marche de la fierté française. Un événement organisé par l'association Place d'Armes, une marche de patriotes, c'est comme ça qu'il la présentait. Les organisateurs annonçaient attendre entre 5 000 et 10 000 personnes. Mais l'arrêté d'interdiction est tombé hier à 16h45. Alors, ils avaient décidé de faire une conférence de presse pour remplacer cette manifestation. Mais cette conférence de presse, elle ne pouvait pas se tenir sur un lieu public car le rassemblement était interdit. Alors, les membres de l'association se sont retrouvés dans un café, un lieu privé pour ce café justement pour tenir cette conférence de presse. Elle a eu lieu et je vous propose d'écouter Jean-Pierre Fabre-Bernadac, le président de Place d'Armes, qui lui se défend de toute politisation de son association. Encore une fois, nous ne sommes pas politiques. On ne peut pas nous classer sur un échiquier qui est un échiquier qui correspond à l'Assemblée nationale. Sur la droite, sur la gauche, quand vous allez à l'Assemblée nationale, vous avez les gens à droite, les gens à gauche. On en a assez. Nous, les partis politiques qui jouent leur jeu, c'est pas notre domaine. On considère qu'un militaire, c'est quelqu'un qui est en dehors des partis politiques. Il a le droit, j'ai mes convictions. Mais si vous voulez, le problème, c'est avant tout la défense de notre pays et la défense des citoyens de ce pays. C'est ça qui nous importe le plus. La conférence de presse a donc pu se tenir, mais à la sortie, c'était un comité d'accueil de plusieurs dizaines de policiers, notamment aussi de la Bravem, qui attendait les membres de l'association, car ils n'avaient pas le droit de
de se réunir même devant le café. Alors pour contextualiser un petit peu, Place d'Armes, c'est une association qui avait déjà fait parler d'elle l'année dernière, en avril 2021, avec la signature d'une tribune publiée dans le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, une tribune de militaires qui s'insurgeaient contre, je cite, le délitement de la société. Cette tribune, elle avait fait énormément parler. Alors les policiers qui ont filtré les sorties ensuite pour éviter de nouveaux attroupements. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, lui de son côté, il se défend de toute connivence avec le Rassemblement national. Il affirme que cette association, c'est un regroupement de personnes qui partagent les mêmes valeurs liées à l'armée, je cite, patriotisme, sécurité et esprit de défense, et il dénonce une décision politique. Autre actualité, cette manifestation contre le projet d'extension et de modernisation de l'aéroport de Lille-Léquin, un projet de 100 millions d'euros, jugé anachronique et inutile par ses détracteurs. Plusieurs centaines étaient présents depuis ce matin sur le site aéroportuaire, plus de 500 même cet après-midi. Il réclame un plafonnement du nombre de vols et un couvre-feu nocturne. Écoutez le maire de l'Esquin en micro de Marine Kidjek. L'action qui est la mienne et qui est celle d'un grand nombre de maires, si ce n'est la totalité, c'est bien la protection de l'ensemble des citoyens qui sont survolés. Et cette protection, notamment contre, les nuisances sonores, pour lesquelles certains sont particulièrement impactés. Moi, j'ai eu des échanges avec des gens qui ne dorment pas. Aujourd'hui, vous avez au niveau des nombres de vols, c'est 1700 vols dans la totalité, 1500 vols commerciaux de nuit, et cela fait une moyenne d'un peu moins de 5 vols par nuit. Imaginez un peu être réveillé 5 fois par nuit, vous ne dormez plus. Donc, je dirais notre action est pour le couvre-feu et aussi pour un plafonnement du nombre de vols. Fin de vigilance, pluie inondation dans les Pyrénées-Atlantiques. La décrue a en effet commencé il y a peu à Saint-Pé-sur-Nivelle, où les fortes pluies d'hier s'étaient poursuivies jusque dans la journée, avec ce matin un niveau de 57 cm de crue avant de monter jusqu'à plus de 3,60 m au plus fort de la matinée, aux alentours de 9h30. En tout cas, l'eau s'est retirée sur place, mais n'a pas suffi à remplir les nappes phréatiques, toujours très à sec dans la région. Une visite sous haute surveillance à Rome, en Italie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en déplacement pour la première fois depuis le début de la guerre dans son pays. Il est actuellement au Vatican pour rencontrer le pape François. C'est la rencontre la plus délicate de sa visite en Italie. Il avait rencontré un petit peu plus tôt Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. Et pendant ce temps, en Ukraine, la contre-offensive annoncée depuis plusieurs mois déjà semble se concrétiser. Comment s'organise-t-elle? Quels sont les signaux? Benoît Ballet est à Zaporizhzhia pour BFM TV. Écoutez, c'est toujours assez compliqué de dire comment les Ukrainiens et quand vont attaquer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a en ce moment des contre-attaques très très locales au niveau de la ville de Bakhmout, qui symbolise depuis plusieurs semaines l'épicentre des combats en Ukraine. Donc des contre-attaques, mais pas encore de contre-offensive. Et d'ailleurs, le président Zelensky l'a redit il y a 2 jours, il va falloir encore un petit peu plus de temps pour l'Ukraine avant de se lancer. Mais pendant ce temps-là, les associations d'aide aux victimes se préparent en Ukraine, parce que, on l'a vu, suite à la libération de la région de Kiev, à la libération de la région de Kharkiv, eh bien, des crimes de guerre ont été recensés, des tortures ou bien des agressions sexuelles. Et justement, avec Théo Touché, nous avons pu nous rendre dans les locaux de l'une de ces associations qui vient en aide aux victimes de crimes de guerre. C'est un reportage réalisé donc avec Théo Touché que je vous propose d'écouter. Guidna, digne en français, s'est donné pour mission d'apporter une aide psychologique aux femmes victimes de violences sexuelles commises par des soldats russes. Des femmes plus que jamais vulnérables dans les territoires encore occupés aujourd'hui et qui pourraient prendre la parole à la faveur de la contre-offensive promise par Kiev. Nous n'avons pas peur, nous sommes prêtes à les aider. Pour contacter l'association, il suffit de remplir un formulaire en ligne. Les femmes qui le souhaitent peuvent ensuite bénéficier anonymement et gratuitement de 10 consultations avec des psychologues. Ici, les femmes peuvent parcourir la liste de nos spécialistes et choisir celle avec qui elles veulent échanger. 6 thérapies sont en cours. Anastasia Ratushna dirige l'une d'entre elles. Les violences sexuelles en temps de guerre sont une arme utilisée par l'ennemi pour nous détruire, nous, en tant que civils, en tant que femmes ukrainiennes. Si je peux aider mes patientes à dépasser leur traumatisme, alors j'aurai diminué le mal fait par l'ennemi.
с этой травмой, то это снизит усилия врага на то, чтобы нас уничтожить. Guidna est encore peu connue car à l'image de son pays, elle a dû faire face à l'urgence. L'association a d'ailleurs moins d'1 an d'existence. Ces psychologues, toutes ukrainiennes, ont dû être formés par des spécialistes étrangers. Cela fait si longtemps qu'il n'y a pas eu une telle guerre en Europe. Une guerre où le pays agresseur parle la même langue que le pays agressé. Le savoir-faire était manquant. C'était impossible d'être prêt. Les violences sexuelles commises en zone de guerre sont les crimes les moins signalés et les moins condamnés selon l'ONU. Pour autant, l'association ukrainienne Guidna espère pouvoir venir en aide à 100 femmes d'ici la fin de l'année. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, Général Pellistrandi, les frappes se poursuivent. On a appris ce samedi qu'une nouvelle frappe russe avait fait 2 morts et 10 blessés, dont des enfants au sud-ouest de Bakhmout. Oui, en fait, les Russes ont poursuivi leur politique de terreur avec des bombardements. Alors, moins intenses qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois, parce qu'ils ont aussi des problèmes de munitions. Mais c'est vrai que ces frappes touchent essentiellement des populations civiles, tandis que les combats restent intenses autour de Bakhmout, avec depuis quelques jours, en fait, une situation qui évolue. Les Russes, en fait, se replient, même si Moscou dit le contraire. Et donc, on voit que cette évolution sur le terrain traduit une grande fébrilité et annonce cette contre-offensive. Bien entendu, la question que tout le monde se pose, c'est où et quand aura-t-elle lieu? Est-ce qu'elle aura lieu dans cette région-là ou ailleurs sur le front? Une certitude en tout état de cause, et que le président Volodymyr Zelensky a rappelé, c'est que ça risque d'être à nouveau une période extrêmement douloureuse. Il risque d'y avoir de nombreuses pertes, en particulier bien sûr du côté ukrainien, parce que quand vous êtes en offensive, le risque est important. Donc on le voit, une phase va s'ouvrir, et une phase, peut-être c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Volodymyr Zelensky est à Rome et demain à Berlin, parce qu'il a besoin de ce soutien occidental, y compris l'appui moral peut-être du pape vis-à-vis de la population civile ukrainienne. Oui, le pape qui soutient la paix en Ukraine, qui en a déjà plusieurs fois fait le vœu, et Volodymyr Zelensky, vous le disiez, qui demain donc ira en Allemagne, notamment, puisque l'Allemagne apporte un soutien supplémentaire militaire avec une nouvelle aide annoncée de plus de 2,7 milliards d'euros. Oui, une annonce d'une aide militaire extrêmement conséquente, avec des objectifs précis, des livraisons de matériel, dont une 30aine de chars Léopard. C'est extrêmement important. Et donc, demain, ça va être un jour important pour Volodymyr Zelensky à Berlin. Merci beaucoup, Général, pour toutes ces précisions. C'est la fin de l'après-midi info. Dans un instant, c'est Ronald Guintrange avec BFM Story Weekend qui reviendra sur cette décision du tribunal administratif qui a suspendu l'interdiction d'un colloque de l'Action française, cette organisation d'extrême droite, ce samedi à Paris. Ce colloque qui donc peut se tenir cet après-midi. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir, bonne fin d'après-midi.